Donc ça, c'est l'ensemble de mes liens d'intérêt, mais en l'occurrence, ça n'a aucun rapport avec le topo d'aujourd'hui. Alors, on est d'accord, hein, prendre en charge le patient à risque cardiaque, c'est un bel exemple de ce que doit être la médecine périopératoire, avec à chacune des étapes, pré, per et post-opératoire, des choses à mettre en œuvre de manière spécifique pour un seul objectif, réduire la morbimortalité, réduire les durées de séjour et les coûts liés aux soins. Et l'optimisation des traitements chez ces malades-là est une étape extrêmement importante, je dirais même la pierre angulaire probablement de l'évaluation préopératoire. Alors Bernard vous l'a déroulé sans vous le montrer, ça c'est l'algorithme qu'on avait proposé en 2011 hein, dans les recommandations conjointes SFAR-SFC et vous voyez bien que dans cet algorithme que je ne vais pas redérouler avec vous, vous voyez bien qu'en bas, l'optimisation des traitements cardiotropes chez ce patient à risque, c'est absolument fondamental parce que la plupart des patients, finalement, maintenant, on va les envoyer au bloc opératoire sans autre forme de procès, sans évaluation supplémentaire, à condition que leur traitement soit bel et bien optimisé. Et moi, je suis OK avec le fait que tous les anesthésistes réanimateurs ne sont peut-être pas forcément complètement confortables avec ces médicaments-là, surtout que les cardiologues nous en inventent quand même des nouveaux régulièrement. À peine le temps de savoir ce qu'il faut faire avec une catégorie qu'il y a déjà une autre qui arrive. Et donc, qu'on puisse éventuellement discuter avec lui pour être bien certain que ce que l'on propose comme stratégie, c'est bien une stratégie d'optimisation du traitement chronique que ces malades-là prennent. Et on sait depuis longtemps, et c'est les cardiologues qui nous l'ont appris, que les patients coronariens, par exemple, qui est un exemple assez caricatural, eh bien, ils ont besoin de ces 4 familles de médicaments-là, l'aspirine, les bêta-bloqueurs, les IEC ou les ARA2, et puis les statines. Et quand vous en enlevez, ou s'ils ont un traitement sous-optimal, eh bien, ça impacte directement leur survie. Donc, ce ne sont pas des médicaments cosmétiques. On est obligé de faire très attention à la façon dont on va les gérer et on ne peut pas décider comme ça parce que ça nous arrange de les arrêter, en l'occurrence. Et quand on regarde dans les séries qui sont publiées dans la littérature, eh bien, ces patients qui donc sont supposés tous avoir cette quadrithérapie, quand on les voit, nous, à la consultation d'anesthésie, il y en a en gros la moitié qui véritablement a un traitement optimal. Et puis l'autre moitié, eh bien, elle est traitée de manière sous-optimale. Donc c'est un malade sur 2 qui finalement ne bénéficie pas comme il le devrait du traitement protecteur de sa cardiopathie ischémique en l'occurrence. Et donc, quand on voit ces chiffres-là, je vais me focaliser essentiellement en fait, sur ces 4 familles de médicaments, puis à la fin, je vous dirai un tout petit mot des nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque, et je vous dirai pourquoi je vous en dis seulement un tout petit mot. Alors, à tout seigneur, tout honneur, les bêta-bloqueurs, que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas écrit sur les bêta-bloqueurs? En 2009, déjà, commence à dater, la SFAR, dans sa RFE sur la gestion périopératoire des traitements médicamenteux, écrivait « Il est recommandé de ne pas interrompre le traitement bêta-bloqueur ». Chez les malades chroniquement traités, c'était un accord fort des experts. Et alors, on s'interroge parfois sur la façon dont les RFE pénètrent la population, notre communauté d'anesthésistes réanimateurs. Là, pour le coup, sur celle-ci, on peut être tout à fait tranquille, puisque l'enquête Ricardo, quelques années plus tard, sur un échantillon significatif de plus de 1200 médecins, avait montré que cette recommandation était suivie à 96% par les anesthésistes réanimateurs. Donc, on fait tous ça. Peut-être même, je vais être un tout petit peu provocateur, qu'on le fait parfois à l'excès. Parce que si on regarde les dernières recommandations nord-américaines qui sont sorties l'année dernière, vous voyez que, ok, c'est une reco forte, on est d'accord, globalement, le patient sous bêta-bloqueur, il faut poursuivre le traitement jusqu'au matin de l'intervention. Mais si vous lisez bien, c'est as appropriate, based on the clinical circumstances. C'est-à-dire qu'il peut parfois y avoir, probablement pas très souvent, mais des situations où il serait plus prudent,
de ne pas donner le matin le bêta-bloqueur à demi-vie longue chez un malade, par exemple, un peu surdosé, que vous voyez à la consultation, déjà bradycarde. Ça ne va pas s'arranger quand vous allez l'endormir. Donc peut-être qu'il faut nuancer un tout petit peu une recommandation générale que je ne remets pas en cause du tout, mais qui peut peut-être, chez certains malades, mériter une attention particulière. Et puis, en revanche, introduire un bêta-bloqueur en préopératoire chez ces patients qui devraient en avoir un et qui n'en ont pas, ça reste quand même quelque chose de difficile, on le sait bien, parce qu'idéalement, il faudrait l'introduire au moins une semaine avant la chirurgie, puis il faudrait que le malade soit revu pour être sûr qu'il tolère bien l'introduction du bêta-bloqueur. C'est pas facile à faire, ça, c'est pas facile à faire. En plus, une recommandation, donc, pour le coup, qui reste une recommandation faible, et essentiellement, je pense, pour des raisons pratiques. Et puis en bas, ça c'est l'étude Poise 1. On ne donne pas des bêta-bloqueurs à tout le monde comme ça, la veille de l'intervention, le matin de l'intervention, parce qu'on sait que ça, c'est délétère. Les IEC, les ARA2, je reviens en 2011 sur nos guidelines conjointes avec les cardiologues. On avait dit déjà qu'il n'y avait absolument pas de bénéfice à introduire de novo un IEC ou un ARA2 chez un malade qui n'en prend pas. Et puis, on avait dit aussi, vous savez bien ça, parce que ça aussi, je crois que c'est assez bien admis par nous tous, que la recommandation est différentielle. C'est-à-dire que si l'IEC est donné pour une hypertension, il est plutôt recommandé de l'arrêter. Si c'est de l'insuffisance cardiaque, il est plutôt recommandé de le poursuivre. Si c'est une indication pour une insuffisance rénale, on n'avait rien dit à l'époque sur ce qu'il fallait faire. Et cette pratique-là française, elle n'est pas forcément validée par tout le monde. Et par exemple, si vous regardez les recommandations canadiennes, qui datent de 2017, vous voyez qu'eux, ils préconisent à l'inverse de les arrêter dans tous les cas, quelle que soit l'indication, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, hypertension, la veille de l'intervention. Parce qu'ils disent, il n'y a aucune étude qui montre un quelconque bénéfice à les poursuivre. En revanche, on sait que si on ne les arrête pas, il y a plus d'hypotension artérielle au bloc opératoire. Donc, eux disaient, il faut les arrêter. Et on attendait tous, donc évidemment, les résultats de la grande étude multicentrique randomisée française Stop or Not, qui ont donc été publiés à la fin de l'été dernier, pour avoir une réponse donc, à cette question, qu'est-ce que je fais? Je les arrête ou je les continue? Et le critère de jugement principal, parce que je pense que vous l'avez lu, c'était donc à 1 mois, un critère composite de morbimortalité. Et puis, il y avait aussi des critères donc, de sécurité de l'arrêt ou de la poursuite du traitement, notamment l'incidence des événements hypotensifs au bloc opératoire. Alors, plus de 1000 malades dans chaque groupe, j'arrête ou je continue, et le résultat, il est négatif, c'est-à-dire, en fait, peu importe ce que vous faites, il n'y a pas de différence sur l'outcome et donc sur le pronostic des malades à 1 mois. En revanche, on confirme bien que si vous n'arrêtez pas les IEC ou les ARA2, vous aurez plus d'hypotension artérielle au bloc opératoire, qu'il faudra donc prendre en charge. Dans l'étude, c'est rassurant, ces épisodes d'hypotension artérielle n'étaient pas associés à des complications, à une augmentation de l'incidence des complications, soit parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hypotension, soit parce qu'en fait, on la gère bien en pratique. Et puis, à titre exploratoire, quand on regardait dans cette étude, on cherchait éventuellement un sous-groupe de malades qui, lui, aurait pu bénéficier plutôt d'une stratégie d'arrêt ou d'une stratégie de maintien, on n'a rien trouvé. Donc, en fait, quels que soient les patients, la façon dont vous allez gérer les IEC et les ARA2 n'a pas d'impact sur le pronostic. Donc, ceux qui les arrêtaient parce qu'ils pensaient que c'était plus prudent, comme les Canadiens, vont continuer à les arrêter. Puis, ceux qui les continuaient parce qu'ils pensaient que c'était bien de les continuer, vont continuer à le faire, et puis tout le monde va être content. Simplement, si vous les arrêtez, n'oubliez pas de les reprendre avant la 48e heure, parce que là, on sait que si on les reprend trop tardivement, on génère aussi de la surmorbidité. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il faut gérer la reprise. Les statines. Bon, le statine, c'est pas très compliqué. En 2009, on disait qu'il est recommandé de ne pas interrompre un traitement par statine. C'est un accord fort des experts. Et puis en 2014, la Société européenne a un petit peu précisé les choses en disant, recommandation forte, effectivement, il faut les continuer. Et puis peut-être privilégier des statines à demi-vie longue pour couvrir toute la période périopératoire. Et ils introduisaient l'idée
que peut-être qu'un malade qui devrait être sous statine et qui ne l'est pas, on devrait peut-être l'introduire en préopératoire, en tout cas en chirurgie vasculaire, parce qu'on avait des données en chirurgie vasculaire et uniquement en chirurgie vasculaire, sans pouvoir extrapoler à la chirurgie générale non vasculaire, et à condition peut-être de les introduire au moins 2 semaines avant. L'année dernière, donc, les guidelines nord-américaines, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent la même chose, simplement c'est devenu une recommandation forte, c'est-à-dire on poursuit les statines chez les patients qui en ont au long cours pour réduire l'incidence des complications cardiaques graves post-opératoires. Et s'ils devaient en avoir et qu'ils n'en ont pas, on est autorisé à les introduire avec un objectif, c'est de l'épidémiologie là que l'on fait, la consultation d'anesthésie à ce moment-là, avec un objectif donc évidemment de rattraper ce défaut, cette erreur, ce manque, et de les administrer dans la durée. Alors, on ne sait pas encore très bien, néanmoins, à quelle dose il faut les introduire en préopératoire. Est-ce qu'il y a des statines qui doivent être privilégiées plutôt que d'autres? Bon, on n'a pas toutes les réponses à toutes ces questions-là. Mais l'idée est celle-là. Et les antiagrégants plaquettaires. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'hémostase, mais donc je suis comme vous. C'est jamais simple, ces affaires-là. C'est jamais simple. Alors depuis pas mal d'années maintenant, on est d'accord avec l'idée que, il faut analyser sur une base individuelle la balance entre le risque thrombotique et le risque hémorragique. Je vous rappelle quand même que, je le disais tout à l'heure dans le Sympo, quand on analyse les grosses bases de données internationales comme l'étude Vision, 40 000 malades, de quoi meurent les opérés en chirurgie non cardiaque à 30 jours? Ils meurent, 1, de complications hémorragiques, 2, de dommages myocardiques et 3, de sepsis. Donc les complications hémorragiques, c'est une réalité. Donc il faut faire attention. Mais on a tendance à considérer, il me semble, que le risque thrombotique est peut-être plus grave, en tout cas plus difficile à manager, et donc on fait assez facilement, je trouve, en France, pencher la balance, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, plutôt en faveur de la prévention du risque thrombotique. Bon, dans tous les cas, il faut discuter avec le cardiologue, avec le chirurgien, il faut informer le patient, et puis il faut tracer tout ça dans le dossier. Ce que je vous disais, c'est tellement vrai que 2014, POISE 2, 10 000 malades, 5 000 malades, je donne l'aspirine, 5 000 malades, je ne donne pas l'aspirine, les malades à risque, chirurgie générale. Et le résultat de POISE 2, les datas sont les datas. Après, on peut critiquer l'étude et elle est critiquable sur certains aspects. Donner de l'aspirine en préopératoire ou poursuivre l'aspirine, ça ne réduit pas l'incidence de la mortalité post-opératoire, ça ne réduit pas le risque d'infarctus post-opératoire. En revanche, ça augmente significativement le risque d'hémorragie majeure. Donc l'aspirine fait saigner. Du coup, ils sont logiques avec eux-mêmes. Moi, je suis assez confortable, de manière générale, avec les Canadiens, je les aime bien. Dans leurs recommandations, ils disent il ne faut pas introduire de l'aspirine chez un malade qui n'en prend pas, même s'il devrait en avoir. Et il ne faut même pas le maintenir, c'est-à-dire qu'il faut l'arrêter en préopératoire, ce qui n'est pas tellement notre pratique en France, sauf en chirurgie carotidienne, où là on a suffisamment de preuves pour dire que ça doit être maintenu, et puis évidemment si les malades ont une angioplastie récente. 2024, où est-ce qu'on en est? Moi je trouve que ça ne s'est pas allé en se simplifiant, mais peut-être c'est moi, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'elles disent? Alors elles disent, ça c'est une reco forte, il faut discuter. Il faut discuter avec le cardiologue, il faut discuter avec le chirurgien. Ok, on le faisait déjà, ça, il faut continuer à discuter. Il faut peser le risque entre la thrombose, l'hémorragie, et puis aussi les conséquences de reporter une chirurgie qui n'est peut-être pas urgente, mais qui est sensitive, comme on dit en anglais. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un malade qui doit être opéré pour cancer, on ne va pas reporter non plus pendant des semaines le pauvre. Ça, c'est simple. Après, ça dépend s'ils ont une angioplastie, plus ou moins stent, ou s'ils n'en ont pas eu. Alors, s'ils n'en ont pas eu, ces coronariens-là, vous voyez, mais c'est une reco faible, 2B, il peut être raisonnable de continuer l'aspirine. Donc, c'est beaucoup plus prudent quand même que ce qu'on fait, nous, globalement, en France. Il peut être raisonnable de le continuer chez des patients sélectionnés.
si on pense que le risque thrombotique excède le risque hémorragique. Et puis, bon, il ne faut pas en donner comme ça à tout le monde de manière systématique. Et puis, si les malades ont eu une angioplastie, alors là, c'est plus pareil. Là, il est plutôt recommandé, puis c'est une reco forte, de continuer l'aspirine à petite dose, mais si possible, quand même, si possible, pour réduire le risque thrombotique, mais en tenant toujours compte du risque hémorragique. Et puis, alors c'est quoi encore le truc après, là? C'est la double anti-agrégation. Alors là, bon, alors c'est plus l'aspirine tout seul, c'est aspirine plus thiénopéridine. Donc là, il faut peser là aussi le risque. Bon, ok. Et puis, il y a des délais par rapport à l'implantation du stent et de la nature du stent. Et puis, ceux qui sont anticoagulés en plus, qui ont besoin de l'être, alors peut-être qu'il faut remplacer l'anticoagulant oral direct par l'aspirine lorsque c'est faisable. Et puis, enfin bon, je ne sais pas vous, mais moi je ne trouve pas ça très facile d'abord. Puis c'est pas sans me rappeler une certaine BD, vous savez, sur les papas à pou papa et les papas pas à pou papa. Enfin moi je trouve qu'on y perd un peu son latin. Puis on n'a pas tous la chance, comme Bernard Chollet, d'avoir une Anne Gaudier dans son service, qu'on peut appeler en disant « Bon ben là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Donc c'est compliqué. Moi je trouve que ça reste compliqué. Et ça c'est l'actualisation en début d'année des recommandations européennes. Et cette actualisation, elle a mis un focus notamment sur les patients qui sont sous double traitement anti-agrégeant, avec un algorithme, vous voyez, qui n'est pas trop compliqué, qui dit, bon, si la chirurgie n'est pas au risque hémorragique, on continue le double traitement anti-agrégeant. Si en revanche elle est à risque hémorragique, il faut regarder quel est le risque thrombotique du malade. S'il n'est pas à haut risque thrombotique, on arrête l'anti-P2Y12 et on continue juste l'aspirine. Mais s'il est à haut risque thrombotique, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Si la chirurgie n'est pas urgente, peut-être qu'il faut retarder la chirurgie en attendant que le malade ne soit plus que sous monothérapie. Puis si la chirurgie ne peut pas être différée, c'est probablement là qu'il y a une place, vous savez, pour un relais par le cangrelor injectable, mais on pourra en discuter. Et donc il me reste 2 minutes, juste pour vous dire 2 mots donc, sur ces nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque qui sont en train d'envahir, je pense, la population des patients insuffisants cardiaques, et à juste titre, qui sont donc les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs de la GLT2. Alors, dans l'actualisation, cette année, des recommandations européennes, vous voyez que sur les agonistes GLP-1, il y a toute une série de recommandations qui a été émise, mais ce ne sont que des avis d'experts, c'est-à-dire qu'on est sur un très bas niveau d'évidence scientifique, parce qu'on a très peu d'études, parce que ce sont des médicaments qui sont très récents. Et donc, les experts, et c'est normal, je pense, à ce stade, ont joué la carte de la prudence. Et ils ont dit, attention, avec les agonistes des GLP-1, il y a un vrai risque d'estomac plein, il y a un vrai risque de retard de la vidange gastrique, il y a un vrai risque d'inhalation. Et donc, ils ont émis toute une série de suggestions qui visent à essayer de se protéger de ce risque-là, avec donc des interruptions qui peuvent aller jusqu'à 2 semaines avant l'intervention. Et sur les inhibiteurs des SGLT2, pareil. Ils ont joué la carte de la précaution et ils ont émis toute une série d'avis d'experts qui ne sont que des avis d'experts qui visent notamment à arrêter plusieurs jours avant la chirurgie les inhibiteurs des SGLT2 pour éviter le risque d'acidocétose diabétique euglycémique. Moi, je pense que tout ça, ça va énormément bouger et ça va bouger rapidement. Parce que les sociétés savantes, d'endocrinologie notamment, de cardiologie, ne sont pas du tout d'accord avec ça, en disant « mais attendez, là, vous êtes en train de nous déséquilibrer des malades qui sont difficiles à équilibrer et qu'on va mettre un temps fou à rééquilibrer,
sans parler éventuellement du risque qu'on leur fait courir. Donc je pense qu'on va aller, à mon avis, vers des recommandations, et je ne serais pas étonné qu'elles prennent à peu près le contre-pied de ces avis d'experts là qui ont été émis un peu vite, moi je trouve, en début d'année par la Société européenne d'anesthésie-réanimation. Et c'est pour ça que je ne voulais pas vous en parler plus, parce que je ne crois pas qu'il faille trop s'attacher, mais encore une fois, on va pouvoir en discuter, à ces suggestions-là. Voilà, donc en conclusion, j'ai dépassé un tout petit peu. L'optimisation préopératoire des traitements cardiovasculaires, c'est une étape clé dans la stratégie d'évaluation et de stratification du risque cardiaque. Les bêta-bloquants, les statines doivent être poursuivis sans interruption, sauf des cas très particuliers, peut-être pour les bêta-bloquants, on pourrait réfléchir. Les IEC, les ARA2, vous faites comme vous voulez, mais si vous les arrêtez, pensez à les reprendre. Les anti-agrégants plaquettaires, moi je trouve que ça reste compliqué et ça nécessite dans tous les cas de discuter avec le cardiologue, avec le chirurgien, avec nos collègues un peu spécialisés en hémostase et thrombose. Quant aux nouveaux médicaments de l'assurance cardiaque, je vous ai dit ce que j'en pensais et je pense que ça va bouger très rapidement. Je vous remercie.